Jeudi 12 décembre 2019, il est 22h à Cité Comico et à Sofraco, c'est dans le département de Guédiawaye. Le journal. Les riziculteurs de Matam risquent de perdre le nord. La faute à un groupe de malfaiteurs qui écument la région. Déjà 11 stations de pompage ont été dévalisées. Juste une disposition transitoire pour mettre fin à la controverse sur un troisième mandat présidentiel. Proposition du COSM 23 qui réclame l'audit de la gestion de Mohamedou Makhtar Cissé à la tête de la Sénélec. Mobilisation pour la libération de Guy Marius Sagna, Babacar Diop et compagnie. Plusieurs organisations au rendez-vous demain à la place de la Nation ex-Obélisque. Un seul mot d'ordre, dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Suspension du championnat populaire à Rufisque. Les présidents de zone veulent le départ du préfet et du commissaire. La page des sports, ce sera avec Abdou Diouf Junior. Le tour du web, Baye Hassan Diaw. Nous serons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonne santé, Nafissatou Sila. La chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye. L'invité du soir, Moussa Sow, inspecteur du travail, chef de la division des négociations et des relations professionnelles par intérim. Entretien avec Pape Bess Diba sur la nouvelle grille salariale dans le secteur privé avec la hausse générale à partir du mois de janvier prochain. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce drame à Nouakchott, la capitale mauritanienne, un maçon sénégalais a fait une chute mortelle ce jeudi alors qu'il travaillait sur un chantier de construction de bâtiments. Boubacar Dieng, âgé de 34 ans, est originaire de Touba. Information de notre reporter correspondant permanent à Nouakchott, Mohamed Diop. Les malfaiteurs sèment la panique dans le nord du pays à Matam. 11 stations de pompage ont été cambriolées par des bandes armées. Les riziculteurs ne cachent pas leur inquiétude face à la menace qui pèse sur leurs activités. Ils interpellent vivement les forces de sécurité. Matam, Ali Bandel Nyang. Ce sont des malfaiteurs qui sont en train de hanter le sommeil des paysans de la région de Matam. À l'heure actuelle, 11 stations de pompage ont été cambriolées. Des stations de pompage réalisées et équipées à coups de milliards pour l'irrigation des terres dans le Dan de Mayo. Un phénomène qui menace sérieusement la campagne agricole avec des paysans visiblement impuissants. L'appel de Ibrahim Tchoubou, le président des riziculteurs de la vallée. Il y a 11 unions producteurs où on a dévalisé l'ensemble des armoires des stations de pompage. C'est-à-dire c'est des coûts qui vont au minimum 2 jusqu'à 6 millions par vol. À ce rythme, au niveau de Matam, on a dévalisé la station de Matam. C'est des grosses câbles, c'est des câbles que les gens là sont en train de prendre au niveau de ces stations de pompage. Ils dévalisent les armoires. Aujourd'hui, au niveau de Matam seulement, ça tourne autour de 20 millions de francs qu'on a volé au niveau de ces trucs-là. C'est un groupe qui opère la nuit. C'est des câbles de diamètre de 30 cm. Mais vos stations ne sont pas sous surveillance? Si, c'est sous surveillance. Ça fait la 11e fois maintenant qu'au niveau de Matam que les gens là sont en train de voler la nuit. Et on sait que c'est des gens qui ont des matériels parce que le matériel qu'ils prennent, c'est pas une seule personne qui peut en soulever cela. Donc il faut un véhicule et un groupe de personnes. Nous demandons vraiment aux forces de sécurité qui sont au niveau de circulation de mieux veiller au niveau des véhicules, des 4x4 ou même des fourgonnettes qui ont des câbles dont la provenance est douteuse. Au moment où la baisse drastique du niveau d'eau du fleuve Sénégal demeure une très grande préoccupation, cette série de cambriolages sur les stations de pompage risque d'anéantir tous les efforts fournis par l'État dans le cadre de la modernisation de l'agriculture. Matam, Ali Bandelnian, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Des actualités de cette édition, la COSM 23 propose une solution à la polémique sur le troisième mandat du chef de l'État. Elle demande une révision constitutionnelle aux fins d'introduire une disposition transitoire pour régler la question définitivement. Face à la presse, la cellule orientation et stratégie du mouvement du 23 juin exige l'audit de la gestion de l'ancien directeur général de la Sénélec. Le compte-rendu d'Abdoulaye Diop. La révision de la Constitution à son article 27, c'est ce que réclame la COSM 23. Selon cette organisation, c'est la seule voie pour clore le débat sur un possible troisième mandat du président. Abdourahmane Sow, coordonnateur de la COSM 23. Nous estimons que ce débat n'est pas prématuré. C'est pourquoi nous exigeons de l'opposition et du président une révision de la Constitution avec une disposition transitoire. Expliquer que le mandat de 7 ans fait partie des 2 mandats et qu'il est en son deuxième
mandat. Sur la hausse du prix de l'électricité, l'organisation exige l'audit de l'ex-directeur de la Sénélec, Makhtar Cissé. Alors qu'on nous dise que M. Makhtar Cissé a quand même dit des comptes vérités, ou bien c'est pas des choses qu'on ignore. On ne peut pas dire que c'est la vérité. Qui peut nous informer exactement? Mais c'est les instances qui en disposent, qui ont les prérogatives de le faire. Il y a des organes de contrôle. Il faut auditer la gestion de la Sénélec pour qu'on sache pourquoi on augmente d'abord. Par ailleurs, la COS M23 dénonce une justice à double vitesse concernant l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie. Une justice à deux mesures. Une justice à deux vitesses. Nous avons vu les militants d'Aliou Sall qui ont fait bouger les grilles du palais. Nous avons vu aussi des militants de la mouvance présidentielle se bagarrer dans le palais sans que rien ne leur arrive. La COS M23 appelle à la mobilisation pour la marche ce vendredi. Malal Talla exige le départ du directeur général de la Sénélec, Pape Mademba Bitèye. Le rappeur membre du mouvement Y en a marre estime qu'il a été au cœur de la hausse du prix de l'électricité. Propos tenus en marge d'une rencontre dénommée Pencum Sonatel tenue à la mairie de la ville de Pikine. Malal Talla est au micro de Nongoka. Notre devoir, on le fait. Notre devoir, c'est effectivement de sonner l'alerte. Maintenant, si les populations qui sont les victimes ne sentent pas la nécessité de nous retrouver dans la mobilisation, nous, on va continuer à nous mobiliser parce que pour nous, c'est un devoir. S'indigner, c'est un devoir. S'indigner, c'est également un droit. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, nous l'avions dit il y a des années. Maintenant, si les populations ne suivent pas, c'est parce que peut-être que ça ne les intéresse pas. Nous ne sommes pas là pour donner aux populations les moyens pour pouvoir payer la hausse de l'électricité. Notre rôle, c'est de dire non. C'est du ressort de l'État de régler les problèmes des populations, de respecter ses engagements par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau. Il faut que les populations aient accès à ces ressources et sans difficulté. Nous n'avons pas manifesté pour qu'un policier soit dégommé. Maintenant, si l'État vire quelqu'un parce que nous avons manifesté, ça c'est le problème de l'État. Notre marche, c'est pas pour que le Sénégal soit sécurisé. Notre marche, c'est pour que le prix de l'électricité baisse. Toujours concernant cette affaire, Dr Babacar Diop et compagnie, presque 2 semaines après leur arrestation, les camarades et compagnons du professeur exigent leur libération sans délai. Selon eux, leur détention est arbitraire. Pour soutenir cette cause, le groupe a même décidé de se joindre à la marche de demain, vendredi. Compte rendu Oumou-Djeganyang. Libérer Babacar Diop sain et sauf, les camarades et compagnons du professeur ne badinent pas avec cette exigence. Pape Gueye-Thiam. Pour la justice et la paix sociale, nous lançons un appel solennel aux autorités politiques et judiciaires de notre pays pour la libération sans délai de Dr Babacar Diop et de ses camarades arbitrairement arrêtés. Nous, amis, camarades et compagnons de lutte de Dr Babacar Diop, affirmons sans embâche notre soutien total et indéfectible à M. Babacar Diop, à Guy Marius Sagna et autres. Le groupe n'hésitera pas à se joindre à la marche initiée par le collectif Nyon Lank pour dire non à la hausse des tarifs de l'électricité, renchérit-il. Tout comme les autres concitoyens arrêtés pour la même cause. Nous nous joignons à toutes les initiatives prises pour combattre les hausses de tarifs de l'électricité et pour dénoncer toute velléité de confiscation des libertés. Ainsi, nous appelons les Sénégalais et Sénégalaises de tous bords à se mobiliser ce vendredi 13 décembre à partir de 15h à la place de la Nation, monument de l'Obélisque, pour dire non à la hausse des tarifs de l'électricité. Il faut préciser que, selon le groupe, ce n'est ni un collectif, ni une association ou un mouvement politique, mais juste des amis unis pour apporter leur soutien à leurs camarades, puisqu'il y a parmi eux des membres de la mouvance présidentielle. Oumou Gagnon qui était à la rencontre des camarades et compagnons du professeur Babacar Diop et compagnie qui vont donc se joindre à la COS M23, la Commission Orientation et Stratégie du M23. Le retrait des enfants de la rue sera relancé. Un projet de loi va être remis au chef de l'État
Une information du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance face aux députés ce matin. Ndeye Saly Diop Dieng a également annoncé la mise en œuvre du plan national d'action contre les violences basées sur le genre avant de rassurer les parlementaires sur la loi relative à la criminalisation du viol. Suivons le compte-rendu d'Amadou Sabarba. Plusieurs interpellations des députés sur des questions liées au genre et à l'enfance. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance annonce la relance de la campagne du retrait des enfants de la rue. Ndeye Saly Diop Dieng. C'est un problème qui revient à tout moment, On a eu deux projets de retrait des enfants et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est mobiliser toute la communauté. Mobiliser la communauté à la base, mobiliser les partenaires, l'État du Sénégal, Borom Dara, qui sont en fait au cœur de cette problématique. Et les ministères sectoriels aussi, nous avons déroulé un programme de retrait des enfants vraiment durable qui va peut-être enlever les enfants de façon définitive. Sur la criminalisation, le projet est en cours de diligence selon le ministre qui affirme que des mesures seront prises pour éradiquer les violences basées sur le genre. Maintenant c'est acquis. Le président a déjà adopté la loi au Conseil des ministres. Maintenant on va la voter ici, la loi au niveau de l'Assemblée. Et c'est acquis et c'est une très grande avancée pour le Sénégal et nous en réjouissons. La violence basée sur le genre, la violence faite aux femmes, c'est une problématique aussi qui est essentielle. En termes de prise en charge de cette question, ce qu'il faut c'est sensibiliser et de prise en charge aussi des victimes. Parce que les victimes doivent être prises en charge. Vous savez, le Sénégal, comme on le dit, surtout le Sénégalais, ça veut dire que les gens ne parlent pas des problèmes qui se passent dans les maisons. Accès au financement, renforcement de capacités des femmes, construction des cases des tout-petits, entre autres points soulevés par les députés. Le ministre Ndeye Saly Diop Dieng promet d'y apporter des solutions en 2020. Le budget 2020 du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance a été voté. Il est arrêté à 21 610 119 825 francs CFA. Ce budget est axé sur 4 programmes, notamment l'autonomie économique des femmes, l'enfance, la famille et le genre. Le dernier programme consiste à la coordination et à la gestion administrative. Un vote sans débat, celui du ministère du Budget et des Finances. Cela a suscité une vive tension entre majorité et opposition. Déthié Fall soutient que ce qui s'est passé est plus que grave. D'autres députés, même de la majorité, auraient bien souhaité qu'il y ait débat. Seydou Nourouba. Vive tension entre majorité et opposition. À l'origine, le vote sans débat du budget du ministère du Budget et des Finances, une proposition du député Diagne Diop approuvée à la suite d'un vote. Pour Déthié Fall, c'est tout simplement grave. Un vote mécanique qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui, c'est extrêmement ahurissant. On est indigné par cette situation qui s'est produite. Vous avez l'habitude d'être ici à l'Assemblée nationale. Vous avez à plusieurs reprises couvert le marathon budgétaire, mais au moins acceptez avec moi que c'est la première fois à la clôture que vous voyez un député se lever pour demander un vote sans débat. Selon le député Seydou Diouf, il fallait un débat pour au moins rendre hommage à Abdoulaye Daouda Diallo, mais également permettre au ministre des Finances de décliner les orientations de ces projets. Et je suis désolé parce que nous avions discuté avec l'opposition. L'opposition a suivi la proposition de la majorité. On aurait pu s'accorder autour de cela. Mais comme je l'ai dit, lorsque une proposition est faite, le président de l'Assemblée nationale est lié par le règlement intérieur. La loi de finances 2020 a été adoptée et le budget pour l'année tourne autour de 4 215 milliards de francs CFA, soit une hausse de 143 milliards de francs CFA. Il est 22h passé de 14 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Djennaba. RFM 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, la technique est assurée par Amadi Ndiaye. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Nous parlons maintenant de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le gouverneur de Diourbel exhorte les producteurs à vendre leurs graines au niveau des points de collecte officiels. L'autorité administrative estime que c'est le meilleur moyen de trouver des instruments de mesure de qualité et aussi de garantir la disponibilité des semences pour la prochaine campagne agricole. Gorgui Mbaye est avec Babacar Diouf. Produit de la valeur ajoutée. Nous ne sommes pas pour l'exportation. Nous ne sommes pas pour la vente des produits au plus offrant parce que c'est la loi du marché.
Mais nous avons une unité industrielle à défendre et l'État a investi sur les semences. Les semences ont été subventionnées. Donc nous lançons un appel aux opérateurs, nous lançons un appel aux producteurs de bien vouloir commercialiser au niveau des points de collecte officiels avec tous les instruments de mesure qui sont aux normes. Il faut le rappeler, dans les points de collecte officiels, les instruments de mesure, les instruments de clivage, aussi bien que les instruments de pesage, sont aux normes. Donc, le paysan, le producteur, gagnerait à se rendre dans les points de collecte officiels. Et c'est tout bénéfique pour lui et pour l'unité industrielle qu'est la SOF. Nous avons commencé à le faire respecter. Les mêmes jours que le ministre visitait la Cinéor, nous avons procédé à la fermeture d'un point de collecte parce que simplement même les instruments de mesure n'étaient pas aux normes. Rien que ça, avant de parler. Réfléchir sur comment considérer le statut de la femme dans le monde professionnel, mais aussi pallier toute discrimination et violence de tout genre pour le ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions et le Bureau international du travail, le bureau de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Le travail des femmes est à encadrer, et surtout par le respect des conventions. Un propos tenu ce matin lors d'un forum sur l'avenir du travail des femmes au Sénégal. Compte rendu Nafissatou Silla. Brimade, harcèlement, entre autres violences subies par les femmes dans leur lieu de travail, ce qui a impacté leur vie professionnelle selon Fatim Christiane Ndiaye, spécialiste genre pour l'Afrique francophone au bureau de l'Organisation internationale du travail. Nous avons souvent du mal à raconter, à relater, à dénoncer ce qui se passe dans nos entreprises. Mais je peux vous assurer que souvent, il y a qu'elle soit violence physique, qu'elle soit violence morale ou qu'elle soit du harcèlement. Et j'ai rencontré des femmes qui ont quitté le monde du travail simplement pour mettre fin à un harcèlement. L'autre question que je pense aussi importante, c'est la ratification des conventions de l'OIT et leur application. Le Sénégal en a ratifié beaucoup, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui de ratifier la 189 sur le travail domestique, la 156 sur les personnes ayant des responsabilités familiales et la nouvelle 190 sur la violence et le harcèlement. En dépit de tout, de plus en plus les femmes intègrent le monde du travail. C'est dans ce sens que le ministère du Travail entend renforcer le volet femmes dans le Code du travail. Aboubakar Ouad, directeur de cabinet. Cette politique prévoit des dispositions qui protègent davantage les femmes au travail, qui puissent leur donner beaucoup plus de droits, les mêmes droits que les hommes, qui puissent accéder à la protection sociale, accéder à la formation professionnelle, puissent avoir un plan de carrière équivalent à celui des hommes. Donc il y a toute une panoplie de mesures sur lesquelles nous réfléchissons présentement pour vraiment mieux assurer la promotion économique et sociale des femmes. Le processus est enclenché, mais il s'agit d'une question transversale qui concerne tous les ministères et l'urgence d'appliquer les conventions ratifiées par le Sénégal pour améliorer le sort des femmes en milieu professionnel devient cruciale. Audition d'Aliou Sall par le Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon le président de l'Association des maires du Sénégal, l'AMS, la décentralisation n'existe que de nom au Sénégal. Les budgets des collectivités territoriales doivent être décentralisés ainsi que les finances publiques. C'est pour régler de manière efficace et définitive l'absence de ressources financières évoquées par les conseillers en séance plénière ce jeudi matin. Koumba Sandiane Faye. Quand on parle de zéro déchet, on va forcément parler de l'implication des collectivités territoriales. Nous nous en félicitons et avons réitéré notre engagement. Aliou Sall passe son audition, cette fois-ci pour réussir les programmes zéro déchet, zéro bidonville. Pour ce faire, il y a un préalable et régler le problème de moyens des collectivités territoriales. La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales pose le débat. Aminata Mbengue Ndiaye. Il nous faut des moyens lourds pour pouvoir faire le ramassage et comme vous le savez, les communes n'ont pas beaucoup de ressources. Et je pense que parmi en tout cas les avis que nous allons formuler pour le chef de l'État, il y aura certainement l'augmentation des ressources des collectivités territoriales pour qu'elles puissent vraiment s'acquitter des tâches qui leur sont confiées. La décentralisation n'existe que dans les textes. Les finances publiques, le budget, tout doit s'y conformer. Aliou Sall, président de l'Association des maires du Sénégal. Le budget qui fait fonctionner par exemple les lycées, il n'est pas détenu et il n'est pas ordonné par les mairies, il est ordonné par le ministère de l'Éducation nationale. C'est valable au niveau de la santé. Les budgets qui font fonctionner les centres de santé, les hôpitaux et autres proviennent du ministère de la Santé. Ils ne sont pas décentralisés vers
vers les collectivités territoriales. Donc, dans la loi, il y a décentralisation, mais dans les faits, et notamment en ce qui concerne la répartition des ressources, il n'y a pas de décentralisation. Ça, c'est un fait que de le constater, et nous souhaitons qu'il y ait des évolutions significatives dans ce domaine. Ces programmes zéro déchet, zéro bidonville entrent dans le cadre du PSE vert. La séance plénière a été l'occasion pour les conseillers de soulever entre autres problèmes la gestion du personnel des collectivités locales et celle du ramassage des déchets. Hausse des salaires catégoriels d'une partie des branches d'activité du secteur privé. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal approuve la décision. Il annonce la poursuite de la lutte syndicale pour de meilleures conditions de travail. Modi Guiro était à Richard Toll pour présider un séminaire de formation destiné aux délégués de la CNTS, section de la compagnie sucrière sénégalaise. Le voici avec Mamadou Diagne. Ces augmentations donc ont fait la signature des négociations sur la convention collective nationale interprofessionnelle a fait l'objet de plusieurs séances de discussion depuis presque plus d'un an. Il fallait donc arriver à boucler ces négociations et nous sommes parvenus à le faire, n'est-ce pas, grande compréhension des uns et des autres, et arriver à des augmentations de 8% de la première à la troisième catégorie, de 5% de la quatrième au reste, donc des catégories donc 4. Je voudrais donc saluer cette dynamique, mais également de finaliser des discussions également sur la convention collective nationale interprofessionnelle, où il y a également des points importants, non moins importants, qui sont contenus dans cette nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle. Voilà un peu donc les raisons de notre présence ici. Encore une fois, nous renouvelons donc notre position à accompagner les syndicats dans le renforcement des capacités et du dialogue social au sein des entreprises. L'État du Sénégal et le secteur privé national pour mettre fin aux difficultés liées à l'eau et à l'assainissement. Les deux parties décaissent 1,767 milliard pour le financement de ce programme. Elles prônent l'innovation pour que le dit projet réussisse. Et les deux parties ont tenu une rencontre d'échange afin de tracer les lignes directrices et entamer le projet dès le début de l'année 2020. Compte rendu Oumar Mbow. Les problèmes d'eau et d'assainissement vont bientôt être de vieux souvenirs pour les populations. C'est du moins l'ambition du gouvernement en partenariat avec le secteur privé. Serigne Diakhoumpa, directeur exécutif au FONSIS. Les activités vont peut-être démarrer à partir de l'année 2020. Mais ce fonds, une fois venu le gouvernement et toutes les parties prenantes, une fois que ça sera opérationnel, sera lancé et toutes les parties seront au courant de toutes les modalités et comment y adhérer, comment y être accompagné par ce fonds. C'est l'objectif visé et on pense y arriver. Une somme importante est décaissée pour le programme. Abdoulaye Boli, chef de service eau et assainissement à l'USAID. On a le projet WASHFIN qui travaille sur ce secteur de l'eau et de l'assainissement et qui accompagne le gouvernement du Sénégal, notamment l'ONAS, mais aussi les secteurs privés par rapport à la mise en œuvre de projets d'eau et d'assainissement. Et c'est un projet à peu près de 3 millions de dollars. Pour éviter que ce projet tombe à l'eau, le directeur de l'ONAS, Lassana Ganisaro, veut tout innover. Sur ces démarches innovantes, cette initiative elle est importante et elle est salutaire. Le bon côté des choses, c'est que nous sommes sur la voie et nous sommes dans la démarche. Là, nous sommes dans une phase de passage à l'échelle, mais je suis d'accord avec vous sur le principe d'éviter de répéter des études qui ont déjà été faites et qui feraient que perdre du temps. Un pays ne peut pas se développer sans le secteur privé et c'est en ça que cette initiative elle est importante et elle est salutaire. Ce partenariat va permettre également au secteur privé national de gagner des marchés au niveau international. Merci beaucoup Oumar Mbow, 22h23. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Ndione. Les sports, c'est d'abord le football, championnat populaire. Les présidents de zone de Rufisque très en colère contre le préfet. Ceux des ASC finalistes se sont joints au front. Ils exigent tous la levée de la suspension des compétitions. Ces acteurs du mouvement navétane ont formulé d'autres revendications, dont le départ du préfet Serigne Ababakar Kane et du commissaire. Ils ont fait face à la presse au champ des courses de Rufisque. Idrissa Sow dit Iba s'est exprimé au micro de Abdou Diouf Diagne.
Le collectif regroupant les présidents d'ASC de Rufisque vient par ma voix marquer son désaccord total à la situation actuelle des navétanes dans le département, causée par l'arrêt des compétitions depuis bientôt un mois. Considérant la suspension des ASC fautives pour faits de violence, considérant la sensibilisation importante faite à l'endroit de tous les acteurs du mouvement sportif sur l'impératif de jouer des navétanes apaisés. Nous, ASC de Rufisque, nous exigeons la levée immédiate de cet arrêté pour que nous puissions continuer nos compétitions. Nous exigeons beaucoup plus de sécurité dans le stade et aux abords du stade pour garantir la quiétude des populations. Nous exigeons un accompagnement durable de toutes les activités de la jeunesse laissées à elle-même par les politiques publiques. Nous exigeons l'achèvement des travaux du terre pour une meilleure circulation de la population. Nous exigeons également l'achèvement de la deuxième tribune du stade Ngalandou Diouf. Nous exigeons de la ville les subventions des ASC. En conclusion, nous réclamons les départs du préfet et du commissaire s'ils sont incapables de régler les problèmes de cette ville. Notre correspondant à Rufisque, Abdou Diouf Diagne, a tenté de joindre le préfet sans succès. L'antenne de la RFM reste ouverte à Ababacar Kane. Football CAN 2025, le Sénégal va-t-il co-organiser la compétition avec la Guinée? C'est une possibilité, mais à condition que la Guinée en formule la demande. Ce qui est d'ailleurs peu probable si on s'en tient aux propos du président de la Fédération sénégalaise de football. Maître Augustin Senghor est convaincu que nos voisins guinéens ont fait beaucoup d'efforts sur le plan des infrastructures, donc pas de souci à se faire quant au respect des délais. Maître Augustin Senghor au micro de Soda Thiam. Et je pense que la préparation est déjà lancée puisque déjà ils ont inauguré donc un deuxième stade d'environ 50 000 places où on a joué le tournoi UFOA et certainement en 5 ans ils ont tout le temps pour bâtir les stades mais aussi se doter des infrastructures. J'ai vu que même à Conakry, l'offre hôtelière s'est beaucoup développée donc je pense qu'il y a une volonté politique. Une CAN en Guinée, c'est une CAN sénégalaise aussi et notre souhait c'est que ça puisse se tenir dans notre sous-région. Et ça permettra aussi au Sénégal d'y participer en ayant plus de chances de gagner. Est-ce qu'après la Guinée, on peut s'attendre à voir le Sénégal postuler comme candidat? N'eût été le fait qu'il y a 4 ans, la CAF avait décidé d'attribuer en un seul jet 3 CAN de suite. Le Sénégal aurait postulé soit pour la CAN 2023 ou la CAN 2025 parce que ça reste une volonté du chef de l'État. Aujourd'hui, on a tout un programme dans le cadre normal de la politique de construction d'infrastructures qui est en cours au niveau de l'État. Nous sommes très en avance par rapport à certains pays en ce qui concerne les infrastructures, aussi bien routières, aériennes que hôtelières. Donc je pense qu'il nous suffit juste de construire 5 à 6 stades de bonne contenance et de style assez moderne pour pouvoir accueillir cela. Et je pense que les autorités ne manqueront pas de sauter sur une occasion qui se présenterait. Je dirais, je ne vais pas être pessimiste par rapport à nos autres pays frères, mais je pense que si il arrivait qu'un pays se désiste ou bien même qu'un pays puisse souhaiter une co-organisation, je pense que le Sénégal serait partant parce que depuis 1992 quand même on n'a pas organisé, c'est toute une éternité. Maître Augustin Senghor présentait le trophée de The African Best Football Player remporté par Sadio Mané, la star sénégalaise de Liverpool qui a reçu les encouragements du ministre des Sports. La cérémonie a eu lieu ce jeudi. Soda Thiam compte rendu. La présentation du trophée Best African Football Player que l'Union des fédérations sportives africaines a attribué à Sadio Mané, un titre bien mérité selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. C'est toute la famille sportive africaine qui s'est réunie, décidé de dédier à Sadio Mané donc cette distinction. Ça veut tout dire. Nous espérons simplement que ce sera une ouverture sur quelque chose de plus grand. Il faut qu'on essaie de l'accompagner pour qu'il aille encore plus haut parce que je pense que dans les prochaines années, le football sénégalais grâce à Sadio Mané sera au firmament du football mondial. Que Dieu le garde, il l'accompagne dans cette mission qui est une mission nationale qu'il porte avec ses coéquipiers pour hisser haut le drapeau et les couleurs sénégalaises. Avec cette distinction, en plus d'une place au pied du podium du Ballon d'Or France Foot, Sadio Mané mérite le Ballon d'Or africain, selon le ministre des Sports Matar Ba. Il n'y a donc pas de surprise. Sadio Mané est devenu le porte-étendard du football africain et l'un des meilleurs parmi les meilleurs. Puis nous avons une pépite qui a convaincu l'ensemble des sportifs mondiaux, je ne parle même
même pas des sportifs africains. Et nous sommes sûrs que s'il continue dans cette progression-là, il sera ballon d'or européen parce qu'il a les qualités pour devenir ce grand ballon d'or. Le principal concerné se dit heureux de recevoir ce trophée qui est une source de motivation pour les échéances à venir, selon Maître Augustin Senghor. Le ministre des Sports, tout comme le président de la Fédération sénégalaise de football, souhaite voir le natif de Bambali sacré le soir du 7 janvier 2020 à la cérémonie des CAF Awards. Soda Thiam, the African Best Player of the Year, est une innovation de l'Union des confédérations sportives africaines. La cérémonie a eu lieu au Caire, en Égypte, une distinction qui ouvre les portes du ballon d'or africain, on l'espère, à Sadio Mané. Si on suit le ballon d'or européen, la distinction la plus prestigieuse, donc par voie de conséquence, le ballon d'or africain ne devait pas échapper à Sadio Mané. On suivra tout cela à Doudou Junior. Nous terminons par la Ligue Europa, quelques résultats de la 6e journée. Manchester United a battu Alkmaar 4-0. Wolverhampton a suivi son compère, son compatriote de Manchester, 4-0 face à Beşiktaş. Saint-Etienne a perdu en Allemagne face à Wolfsburg 0-1. Espagnol Barcelone surpris à la maison par CSKA Moscou. Arsenal a arraché le point du nul. Oui, Espagnol Barcelone Moscou, c'est 0-1. Arsenal qui a arraché le point du nul à Liège, 2 buts partout. Rennes de Mbaye Niang qui est entré en seconde période et Edouard Mendy absent, il était sur le banc. Rennes donc qui a gagné son seul match de cette phase de groupe, un match contre la Lazio Rome, 2-0. Voici la liste de quelques équipes qualifiées. Il s'agit du FC Séville, Sporting Portugal, Celtic Glasgow, Espagnol Barcelone, Braga, Wolverhampton, Manchester United, Alkmaar, Apoel Nicosie, Malmö, Copenhague, FC Bâle, Getafe, ASK et Cluj, Arsenal, la Gantoise, entre autres. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le tour du web sur RFM. Bye Hassan Diao. Bonsoir et bienvenue. La Cour suprême confirme la radiation d'Ousmane Sonko. C'est le titre qui barre la une du site du groupe Futur Média IGFM.sn. La chambre administrative de la Cour suprême a rejeté le recours introduit par Ousmane Sonko pour excès de pouvoir. L'inspecteur des impôts et domaines a été révoqué de l'administration sénégalaise par décret datant du 26 août 2016. Justice toujours. Procès en diffamation contre Abdoul Mbaye Madiambal Diagne, condamné à verser une amende de 100 000 francs CFA, nous informe Seneweb. C'est le verdict rendu aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Dakar sur l'affaire l'opposant à l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye. Le patron du groupe Avenir Communication avait défendu qu'Abdoul Mbaye avait reçu de Hissène Habré des milliards alors que l'intéressé dit n'avoir reçu que 250 millions. Sur Dakar Actu, l'on peut lire cette déclaration de Farbongom: Moustapha Cissé Lo a trahi Senghor, Abdou Diouf puis Abdoulaye Wade. Quelque chose ne va pas dans son esprit. Son comportement n'est pas digne d'un camarade de parti. Il y a des choses qui ne doivent pas être faites et qu'on ne peut pas dire à son président, martèle-t-il sur Dakar Actu. Abdoulaye Daouda Diallo, la Poste traîne une ardoise de plus de 150 milliards de francs CFA. Information à lire sur ActuSen. Le ministre des Finances et du Budget a fait cette révélation à l'Assemblée nationale. Une importante somme que la société nationale doit au trésor public. Retraite politique, Madi Kenya se plie au ndigal de Serigne Mountakha. Titre à lire sur Sénégal. Le leader de la coalition Madiké 2019 l'a annoncé à ses alliés de la dernière élection présidentielle en ces termes: j'arrête définitivement la politique. Je sais ce que tu ressens pour Serigne Touba. Je t'estime tellement que si cela ne dépendait que de moi, tu seras un homme du peuple. Son selon maître Madi Kenya, les conseils du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, peut-on lire sur Sénégal. Actualité internationale en Algérie, d'importantes manifestations contre la présidentielle malgré le dispositif policier, nous renseigne Jeune Afrique. Selon ce site, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre cette élection qui va ouvrir les portes pour la succession du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Malgré la forte présence de la police, les manifestants ont brisé un cordon sécuritaire pour accéder au carrefour de la Grande Poste. Sport pour finir. Prix meilleur footballeur 2019, un avant-goût du Ballon d'Or africain selon Matarba. Il l'aura le 7, j'y crois fermement, titre U-Sport. Reprenant la déclaration du ministre des Sports qui fait allusion à Sadio Mané. Ce trophée qu'il a remporté a été présenté aujourd'hui à Matarba. Une occasion saisie par le patron du sport sénégalais pour faire
éclaire la campagne de Sadio Mané en perspective du prochain Ballon d'Or africain. C'est tout pour votre tour du web de ce soir et merci de l'avoir suivi. Merci Baya Sandiao. Nous entrons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Quartier vert. Lutte contre la déforestation dans la région de Louga, une priorité dans le Niambour, constat. Les initiateurs du Festival international de folklore et de percussion en font leur cheval de bataille. Des campagnes de reboisement seront au cœur de l'événement. Louga, la correspondance de Abraham Paul Puy. Au promolo du FESPOP, Festival international de folklore et de percussion de Louga, des arbres sont plantés chaque année dans le terrain mis en défense, une manière de protéger les plantes et de lutter aussi contre la désertification. Selon Ahmed Diaw, chargé du programme éducation à la citoyenneté mondiale au FESPOP, l'avancée du désert est une réalité, d'où l'importance de reboiser. En 2017, on a reboisé 500 arbres fruitiers ici. En 2018, nous avons fait 50 arbres fruitiers. Et en 2019, on a fait 400 arbres fruitiers et 25 agrumes. Nous avons vu réellement l'impact positif de ces plantations-là au niveau du périmètre. Malgré le nombre important d'arbres plantés lors des campagnes de reboisement, le gap reste énorme à Louga. La région manque de plantes. Ahmed Diaw prône la sensibilisation. Maintenant, c'est aux populations de prendre leurs responsabilités par rapport à ça, parce que l'État ne peut pas tout faire. Pour faire de Louga une ville verte et lutter contre la désertification, il appelle les Lougatois à planter des arbres. Nous encourageons tout le monde à venir au moins planter un arbre ou bien planter un arbre devant chez lui. Le responsable du programme éducation à la citoyenneté mondiale au FESPOP invite ainsi les autorités étatiques et les populations à s'impliquer davantage pour lutter contre la désertification. Justement, l'inspecteur régional des eaux et forêts confirme cet état de fait. Et pour y faire face, le commandant Mamadou Badji propose l'implication de tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales aux côtés des eaux et forêts. Nous l'écoutons. Effectivement, je ne peux pas dire qu'il y a des blocages, il y a des contraintes. On doit faire quand même beaucoup de choses. Il faudrait qu'on change de paradigme. Il ne faudrait pas qu'ils intègrent les autres acteurs, les acteurs étatiques. Direction d'Angansambou dans la région de Fatick où un cours sur la gestion de la mangrove a réuni des chercheurs et conservateurs de parcs nationaux. L'initiative est de Wetlands International Afrique, spécialisée dans la restauration et la conservation des zones humides. C'était en collaboration avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Suivons la correspondance de Aminata Goujabi. Les participants à ce cours viennent du Sénégal et de la Guinée. Ils sont chercheurs ou encore conservateurs de parcs nationaux. Durant 10 jours, ils ont été formés sur la protection de la mangrove face aux enjeux liés à l'exploitation pétrolière et gazière. Mawad Ouad est le directeur des programmes de Wetlands International Africa. On avait recensé un certain nombre d'attentes qui allaient d'une meilleure connaissance de l'écosystème, mais également en tant que professionnel d'une meilleure gestion de la mangrove et surtout des questions émergentes telles que l'impact des infrastructures dans la mangrove, les questions liées à l'exploitation du pétrole et du gaz. Ce cours a été dispensé en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Alioune Kane, responsable scientifique du master en gestion intégrée et développement durable, salue l'initiative dans ce contexte où la mangrove est de plus en plus menacée. Ce cours, c'est une demande sous-régionale. Ce sont des questions essentielles sur un littoral dont nous pensons que le développement est essentiel pour l'émergence de nos pays. Mariam War, conservatrice de parcs nationaux, est l'une des bénéficiaires. Selon elle, les connaissances requises lors de cette formation vont leur permettre de mieux gérer les aires marines protégées. Wetlands International Afrique organise cette formation pour la deuxième fois et l'ONG compte renforcer la sensibilisation pour une meilleure préservation de l'écosystème mangrove. Les échos de la COP25 à Madrid en Espagne, les ministres africains en charge de l'environnement se sont concertés. C'est pour harmoniser leurs positions, pour parler d'une seule voix pour l'Afrique. Lors de la réunion de haut niveau, il était question du transfert de technologies, la finance climatique, les mécanismes du marché carbone, entre autres points. Écoutons à ce propos Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement du Sénégal. Il est au micro du service communication du dit ministère. L'ensemble de ces 5 points ont été visités. Nous avons pu harmoniser les positions africaines afin, lors du 5 mois de haut niveau, pour que nous puissions d'une seule voix parler au nom de l'Afrique
pour prendre une bonne position. Quartier vert, c'est fini. Merci à Aminata Goujabi, Abraham Poulpouy, Aïssatou Sow et la cellule communication du ministère de l'Environnement pour la collaboration. Rendez-vous la semaine prochaine. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Nafissatou Silla. Bienvenue. Plusieurs motifs peuvent être la cause d'un suicide, mais 3 approches sont notées selon Dr Aboussi, médecin psychiatre à la clinique Moussa Diop de l'hôpital Fann. La première approche dit qu'une personne peut se suicider du fait d'une maladie, soit une maladie somatique du corps ou bien une maladie psychique de l'esprit. Notamment quelqu'un qui apprend qu'il a une maladie incurable dans un moment de désespoir. La personne aussi peut avoir une pathologie mentale, par exemple une dépression qui est l'une des pathologies qui est la plus pourvoyeuse de suicide en psychiatrie, ou bien avoir une pathologie psychotique chronique telle que la schizophrénie qui peut, du fait des modifications psychiques, pousser la personne à vouloir se suicider. Donc ça, c'est la première approche en rapport avec une pathologie. La deuxième approche est purement sociologique et la troisième psychodynamique. Cette approche sociologique vise à expliquer le phénomène du suicide par l'intermédiaire des interactions qu'il y a entre l'individu et son environnement. La troisième approche est une approche qui est psychodynamique, basée sur les travaux de Freud qui disent que normalement l'instinct de vie prend le dessus, mais chez certaines personnes, quelquefois dans certaines conditions particulières, l'instinct de destruction peut prendre le dessus sur l'instinct de protection. À partir de ce moment, la personne peut faire une tentative de suicide. Selon notre psychiatre, un suicide ne dépend pas forcément d'une pathologie mentale. Mais une personne qui en arrive à voir le suicide comme une solution ponctuelle, forcément cette personne a une souffrance. Déjà, on sort du cadre global de la santé mentale. Pour faire arrêter cette souffrance, la personne peut essayer de se suicider. Donc, par rapport à votre question, on dira que certainement, quelqu'un qui est en train de vouloir se suicider a un état de santé mentale qui est précaire. Les personnes suicidaires peuvent cependant être soutenues pour prévenir tout acte irréparable. La première chose, c'est de pouvoir détecter certains signes qui sont annonciateurs d'un acte suicidaire. Par exemple, quand la personne a un comportement qu'il n'avait pas auparavant, qui passe dire au revoir à des proches familles, ou bien qu'il écrit son testament, ou bien qu'il verbalise le désir de mourir, ou bien le désir de mettre fin à ses jours. Et comment venir en aide à la personne? Une prise en charge, évaluer les risques, l'urgence et la dangerosité face à un moment potentiellement suicidaire, mettre en place des risques anti-suicide, notamment rassurer la personne, ne pas laisser la personne seule, et s'il le faut, mettre un traitement quand c'est nécessaire. C'est tout pour Bonne Santé et rendez-vous demain. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, la chronique du jour. La chronique du jeudi porte la signature d'Abdoulaye Ndiaye. La hausse en effet du prix de l'électricité, avec son cortège de justifications laborieuses, ne peut manquer de préfigurer une période qui risque d'être celle de la flambée tous azimuts du coût d'autres denrées. Car l'énergie est essentielle dans toute activité de production, qu'elle soit industrielle ou de services. Et ces nouvelles mesures que d'aucuns mettent sur le compte d'injonction du Fonds monétaire international ne devraient pas être une répétition de l'histoire. Souvenons-nous qu'en 1979 et au début des années 80, c'est un gouvernement socialiste qui, face à une situation économique difficile traversée par le pays, qui mit en place les premiers instruments de son salut. Ils eurent pour nom plan de stabilisation à court terme, de redressement économique et financier, et enfin d'ajustement structurel avec les premières applications.
Ces positions imposées par les institutions de Bretton Woods eurent pour conséquence des coupes sombres sur les budgets des secteurs sociaux, tels l'éducation, la santé, mais aussi l'arrêt de tout soutien public aux produits de consommation populaire. La période fut alors celle des forts endettements de ménages obligés de vivre au-dessus de leurs moyens face à une inflation en spirale. Et pour l'histoire, toujours, malgré une croissance de 5% retrouvée du fait des politiques économiques appliquées, les coûts sociaux qu'elles ont occasionnés ont fini par précipiter la fin du régime socialiste. Près de 2 décennies après, quelles qu'ont pu être les réussites ou les échecs dans les gouvernances économiques ou sociales, il nous faudra éviter une sorte de bis repetita. Surtout qu'aujourd'hui, les nouvelles exigences s'ordonnent autour d'un poids démographique important avec un pourcentage de jeunes qui en constitue plus de la moitié. Des jeunes qui expriment un besoin de formation et d'emploi. À cela pourrait s'ajouter des demandes en infrastructures de base et d'habitat. C'est dire qu'au-delà des cures d'austérité dictées par le Fonds monétaire international, l'espoir futur que demeure l'exploitation du gaz et du pétrole doit être guidé par le souci d'inclusion du partage égalitaire des richesses par toutes les populations. Voilà que devraient pousser nos gouvernants à plus de lucidité et de prévoyance, rien n'étant pas encore acquis. RFM, l'invité. 22h45, l'invité de RFM Soir, Moussa Sow, inspecteur du travail, chef de la division des négociations et des relations professionnelles par intérim. Il répond aux questions de Pape Bess Diba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Nous sommes avec Monsieur Moussa Sow, inspecteur du travail, chef de la division des négociations et des relations professionnelles par intérim au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale. Monsieur Sow, bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Nous parlons de l'augmentation des salaires dans le privé. Qu'est-ce qui motive cette décision? Merci de la question qui est pertinente d'ailleurs, qui revient à chaque fois dans les développements de la presse. Il faut retenir que la motivation est simplement une possibilité de revaloriser en réalité le pouvoir d'achat des travailleurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2009, il n'y a pas eu une augmentation depuis presque 10 ans. Donc c'est pourquoi les partenaires sociaux ont convenu de revaloriser le pouvoir d'achat des travailleurs en augmentant, entre autres, les salaires catégoriels. Pourquoi le privé seulement? Le privé parce que simplement aujourd'hui nous avons une dynamique de dialogue social qui fait que les partenaires sociaux eux-mêmes se sont rendus compte qu'au niveau du secteur privé, il y avait une possibilité de revaloriser encore le pouvoir d'achat des travailleurs. Contrairement au public où la masse salariale continue de gréver le budget de l'État. Ça veut dire que les travailleurs qui sont dans le public ne pourront pas bénéficier d'augmentation de salaire. À présent, c'est ce que ça signifie, c'est ce qu'on peut retenir. C'est-à-dire que le président lui-même a eu à revenir sur la question lors même de la cérémonie de remise des cahiers de doléances pour dire que pour le secteur public, il n'était pas question aujourd'hui de parler de revalorisation des salaires, même s'il reste sensible aux préoccupations des travailleurs du public. C'est juste pour dire que les ressources budgétaires publiques font qu'aujourd'hui, leur modicité du moins fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de revalorisation. Parce que simplement, la masse salariale continue encore une fois de gréver le budget de l'État. Cette décision d'augmenter les salaires du privé, qu'est-ce que cela va impliquer pour l'État, le gouvernement? Ce que l'on peut dire par rapport par rapport aux incidences, il faut noter que les salaires, c'est un élément de l'environnement des affaires. Donc c'est un élément d'appréciation de l'environnement des affaires. Aujourd'hui, l'État aussi est dans une dynamique de s'ouvrir à l'extérieur pour recevoir des investisseurs directs étrangers. On en profite aujourd'hui pour revaloriser la rémunération des travailleurs dans le privé parce qu'effectivement, aujourd'hui, les entreprises étrangères, si elles interviennent au Sénégal, c'est le moment d'avoir des retombées pour le salarié sénégalais. C'est justement cette question également qui intéresse l'État. Et au-delà, sous un autre rapport, il y a la question fiscale aussi parce que vous comprenez que les salaires également subissent
des retenues obligatoires au titre des cotisations sociales, mais également au titre des retenues fiscales qui peuvent bien entendu impacter les ressources de l'État. Est-ce à dire que l'État va peut-être concéder une contrepartie aux entreprises privées? Allègement fiscal par exemple? Il ne s'agit pas de ça en réalité. Les allègements fiscaux, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par rapport à l'impact, c'est surtout par rapport aux ressources de l'État, où la fiscalité connaîtra une amélioration, surtout par rapport à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire l'impôt sur le salaire. L'augmentation va forcément impacter sur la fiscalité des salaires. Et de ce point de vue, c'est des entrées que l'État enregistre en termes de ressources budgétaires. Est-ce que cette décision fait force de loi pour toutes les entreprises privées? C'est effectivement ça, parce que la décision, elle est claire. Il s'agit d'une revalorisation des salaires catégoriels dans le secteur privé. Donc ça intéresse l'ensemble, ou la décision elle est circonscrite au niveau du secteur privé. Aujourd'hui, les entreprises privées sont tenues de procéder absolument à partir du 1er janvier 2020. Toutes les entreprises privées ont l'obligation, encore une fois, de faire répercuter cette hausse sur la rémunération catégorielle de leurs agents. Quels moyens dispose l'État pour vérifier de l'effectivité de cette mesure au niveau des entreprises? Je pense que sur cette question, c'est une question qui revient également à chaque fois, c'est-à-dire le respect de la décision de la commission mixte paritaire. Aujourd'hui, nous avons des services de contrôle, notamment l'inspection du travail et de la sécurité sociale, qui intervient sur le terrain pour faire observer les dispositions législatives et réglementaires en matière de travail. Aujourd'hui, c'est ce service qui a la responsabilité de vérifier sur le terrain si effectivement les entreprises se sont conformées par rapport à cette nouvelle donne. On parle d'une augmentation de 5 à 8% et certains ont trouvé que c'est modique, quoi. C'est dérisoire. Vous savez qu'un salaire satisfaisant n'existe pas. D'autres diront qu'un salaire suffisant n'existe pas. C'est parce que simplement l'être humain est ainsi fait. L'être humain aura tendance toujours à vouloir plus de ce qu'on lui attribue. Et de ce point de vue-là, on peut estimer que c'est une augmentation qui est très modeste, mais dont la portée est extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de vie sont devenues de plus en plus difficiles et c'est un effort quand même considérable que les partenaires sociaux ont eu à réaliser sous l'égide du ministère en charge du travail. Mais pour une entreprise qui se dit « je ne suis pas rentable, je ne suis pas en mesure d'appliquer la mesure », que fera l'État? Vous savez que l'État également milite en faveur d'un accompagnement des entreprises en difficulté. Mais justement, quel va être l'apport de l'État? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à l'encadrement des entreprises en difficulté, vous avez deux étapes. La première étape aujourd'hui, c'est du côté de l'État. C'est un rôle de conseil, c'est-à-dire à travers les inspections du travail et de la sécurité sociale. C'est un rôle de conseil. C'est d'avoir un conseiller pour savoir véritablement quelles sont les formules à adopter dans ces genres de situations. Du côté des partenaires sociaux, c'est encore la voie du dialogue. Parce que simplement, si une entreprise traverse un certain nombre de difficultés dans les relations professionnelles, c'est le dialogue social qui permet de surmonter ces difficultés-là. Le dialogue à la base permet aux acteurs de dire qu'effectivement, on se rend compte que l'application de l'accord pose problème. Nous avons la possibilité de trouver un compromis pour surmonter nos difficultés. Et ce sont ces voies-là qui s'offrent aux entreprises qui ne sont pas encore dans la mesure d'appliquer l'accord. Au-delà même de cette décision d'augmentation des salaires, il y a également dans beaucoup d'entreprises qui sont dans le privé, mais qui ne sont pas en conformité avec certaines règles. Le reproche qu'on vous fait, vous, inspecteur du travail, c'est que vous ne faites pas le travail que vous devez faire réellement. C'est l'entendre, c'est l'opinion, c'est l'opinion publique parfois. Mais ce qu'il faut retenir sur ce point, c'est-à-dire que les gens méconnaissent les missions de l'inspecteur du travail. Et vous me permettrez à travers ce canal de revenir encore une fois sur les missions ou les responsabilités qui sont assignées aux inspecteurs du travail et de la sécurité sociale.
Ce qu'il faut comprendre principalement, c'est que l'inspecteur du travail a un rôle principal de conseiller. Donc, à travers les missions de contrôle que nous faisons, nous donnons l'information aux partenaires sociaux pour éviter éventuellement qu'il y ait des conflits. L'inspecteur du travail n'est pas un juge. L'inspecteur du travail ne condamne pas. Il ne fait que constater des infractions au code du travail. Et c'est les magistrats, encore une fois, qui ont ces prérogatives pour condamner un employeur qui serait fautif donc, ou qui violerait une disposition du code du travail. Mais l'inspecteur du travail ne fait que constater une infraction au code du travail. Et ces infractions sont consignées dans des rapports ou procès-verbaux transmis au niveau du procureur de la République qui a l'opportunité de poursuites. À côté de ces augmentations de salaire, les partenaires ont également ratifié la nouvelle convention collective interprofessionnelle. C'est quoi? Alors peut-être là, il faut rectifier. C'est le moment de rectifier parce que j'ai vu que la convention collective nationale interprofessionnelle a été signée. Ce que l'on peut retenir à ce jour, c'est que les partenaires sociaux se sont accordés sur le contenu du projet. Mais à ce jour, aucun document se portant sur la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle n'a été signé par les partenaires. C'est le moment de donner la bonne information. Ça n'a pas encore été signé. C'est pas encore signé. Jusqu'à nos jours, c'est la convention collective nationale interprofessionnelle qui date de 1982 qui est applicable. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion. On doit adopter une nouvelle convention collective. C'est le vœu des acteurs. Parce qu'ils se sont rendus compte que depuis 1982, la convention n'a pas été révisée. Alors que l'activité économique a connu des évolutions remarquables qui devraient être prises en compte dans le nouveau instrument de gouvernance des relations professionnelles. Une commission mixte a été mise en place par le ministère en charge du travail qui a mené ses travaux et les travaux viennent d'être bouclés. Ce qui veut dire que le document n'est pas encore signé ou adopté officiellement par les partenaires. Par conséquent, c'est la convention de 1982 qui continue encore une fois d'être applicable. Moussa Sow, je vous remercie.